La Corse jouit d'une histoire et d'un patrimoine hors du commun. Au cours des siècles, si les Pisans, Génois et les Français se sont disputés sa souveraineté, ils ont aussi participé au façonnement d'un peuple à l'histoire singulière. Si la pudeur de ses habitants et une certaine culture du secret sont bien connus, ils ont permis le développement sur leur terre d'une éminente société, la franc-maçonnerie. Ce goût pour la franc-maçonnerie vient du fait que nous avons le goût de la tribalité en Corse, du clan. Quand on discute, quand on sort, on a l'impression que tout le monde est franc-maçon. Et franc-maçonne aussi. On est sur un territoire qui compte plus qu'ailleurs des hommes et des femmes qui s'engagent. Tant mieux si en plus cet engagement se traduit concrètement par un engagement dans la vie civile. La Corse, je l'ai toujours vue comme ça, elle a un rôle essentiel dans la communication en Méditerranée. La spécificité de la franc-maçonnerie en Corse, c'est une richesse avec une capacité de diffusion au-delà. Parce qu'on le veuille ou non, on fait partie d'un territoire, mais qui est un peu plus vaste que la Corse, qui est la planète, et c'est toute la difficulté de la chose. Quelles sont ces valeurs communes sur lesquelles nous pouvons nous rassembler concrètement, sans nous nier? La Corse et la franc-maçonnerie ont toujours avancé main dans la main. Si l'on connaît certains pans mouvementés de l'histoire corse, les liens et la résolution de certains conflits menés dans l'ombre par des francs-maçons de l'île restent à ce jour assez méconnus. C'est indubitable que le rôle de la maçonnerie a été extrêmement important. Il faut s'appuyer sur son histoire pour continuer à avancer, pour continuer à réfléchir et puis s'adapter parce que la maçonnerie du XXIe siècle va forcément être différente de celle des siècles précédents. Corse, 1729. L'île, alors sous domination génoise, connaît une période de disette. Les récoltes sont réduites, la population a faim et la grogne monte. C'est le début de ce qu'on appellera la Révolution de 40 ans, qui oppose les Corses à la République de Gênes. Période au cours de laquelle émergeront deux figures majeures, Pasquale Paoli, qui sera précédé par Théodore de Nehoff. Théodore de Nehoff, c'est un vrai personnage qui est un baron westphalien, mais qui est le fils d'un officier au service de la France, puisqu'il vit à Metz comme gouverneur en Lorraine de cet évêché que la France possède depuis le XVIe siècle. Et c'est un vrai cosmopolite, Théodore de Nehoff. Il a été page de la princesse palatine à Versailles pendant toute sa jeunesse, la belle-sœur donc de Louis XIV. Et il épouse une Irlandaise d'origine écossaise dont la famille appartient à la maçonnerie. Et donc, il est au centre d'un véritable réseau. Après avoir parcouru l'Europe pour des missions secrètes de diplomatie, notamment pour le compte de la Suède et de l'Espagne, Théodore de Nehoff se retrouve à Gênes, où il est sensibilisé aux problèmes corses. Il rencontre en 1734 différents insurgés corses qui lui promettent le titre de roi s'il trouve les moyens nécessaires pour combattre Gênes. Il débarque en Corse le 20 mars 1736 à Aléria avec armes et vivres et par un règlement rédigé par l'avocat Sebastiano Costa qui donne sa souveraineté au territoire corse, Théodore de Nehoff est élu roi des Corses. Pour la première fois, il y a une unité de commandement en Corse qui devient sujet de discussion dans toute l'Europe. On a une vision historiographique injuste à son égard parce que le roi bouffon, le roi d'opérette, c'est complètement ridicule comme procès d'intention. C'est un personnage très intéressant parce qu'il ne se résume pas à un monarque fantasque, aventurier. C'est un homme de son temps d'abord, c'est un homme des Lumières qui est pétri justement de son siècle. Ce roi corse à la réputation injustifiée va non seulement permettre une unification de la Corse et un apaisement ponctuel des relations avec Gênes, mais également poser les bases de ce qui deviendra la franc-maçonnerie corse. Par son arrivée en Corse, probablement introduit aussi la conception de société secrète, en tout cas de fraternité avec une initiation à la clé. Je pense qu'il y a des premières loges sauvages qui ne sont pas forcément maçonniques, mais en tout cas qui s'en rapprochent, qui se constituent pendant cette période-là. C'est difficile de dire qu'il était maçon parce que Constitution d'Anderson 1732, il arrive à Aléria 1736, toute institution, et la maçonnerie, bon, c'est un esprit plus qu'une institution, mais tout de même, il y a un rituel, il y a des loges qui vont s'installer.
Et il faut donc un certain temps, si je puis dire, pour que les choses se mettent en place. Théodore, c'est un personnage qui est Rose-Croix, donc qui fait partie d'un ordre notamment qui a été constitué en Allemagne quelques décennies auparavant et qui constitue lui-même une source d'inspiration pour la franc-maçonnerie qui arrive. Théodore va créer deux ordres donc éminemment symboliques, puisqu'il y a l'ordre de la clé d'or d'une part et l'ordre de la délivrance. On retrouve tout un tas de symboles éminemment maçonniques, mais qui peuvent s'inspirer en effet, qui peuvent s'inspirer de la Rose-Croix. Je pense notamment, par exemple, aux 7 pointes de la médaille, qui rappellent les 7 pétales de l'ordre de la Rose-Croix. On retrouve aussi sur ce blason un triangle, et dans la maçonnerie notamment, l'œil de la Providence y apparaît. C'est un symbole qu'on trouve d'ailleurs dans certaines églises de Corse. Et l'œil de la Providence est remplacé donc dans l'ordre de la délivrance par le T, qui est le chiffre donc de Théodore de Neuhoff. Si Théodore de Neuhoff a fourni le terreau nécessaire à l'installation de la franc-maçonnerie en Corse, il ne reste pourtant pas longtemps à la tête de l'île. Les guerres intestines reprennent peu à peu, plongeant à nouveau la Corse dans le chaos. Il faudra attendre l'arrivée d'un homme pour la voir à nouveau s'unifier. Pasquale Paoli a grandi à Naples notamment, qui est une capitale à l'époque, d'un royaume avec une population très importante. C'est une capitale qui rivalisait à l'époque avec Rome, avec Londres ou avec Paris par exemple. Et donc il y avait une véritable émulation. Donc on y trouvait beaucoup de sectes notamment, ou de sociétés secrètes qui en effet se développaient pendant la période de la formation de Pasquale Paoli. On ne peut pas dire qu'il est initié lorsqu'il a 17 ou 18 ans à Naples ou à Palerme, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est au contact de la plus haute instance de la maçonnerie française dès sa jeunesse napolitaine. Pasquale Paoli suit une formation militaire durant 11 années dans l'armée napolitaine. En 1755, il est appelé par les insurgés corses à revenir au pays. Rapidement suivi par la majorité des Corses, il est élu général de la nation le 15 juillet 1755. Grand penseur et philosophe, Pasquale Paoli écrit la première constitution de la Corse en novembre de cette même année, considérée comme la première constitution démocratique de l'histoire moderne. Paoli, c'était à la fois un pacifiste et c'est un homme d'État moderne qui rayonne dans toute l'Europe, il ne faut pas l'oublier. On fêtait l'anniversaire de Paoli à Philadelphie, dès 1767. On portait des toasts dans les loges maçonniques de Boston pour ses 40-45 ans, dès 1767-69. Le droit de vote des femmes mariées ou des femmes veuves, à l'époque de Paoli, c'est une révolution. La République telle que la voit Paoli est une révolution. La République que tente d'installer et qu'installe Pasquale Paoli est liée d'ensemble à la philosophie des Lumières. Donc s'il y a un rapport avec la maçonnerie, c'est celui-là. Comme par exemple Montesquieu, qui va inspirer l'administration de Paoli justement, dans sa recherche d'équité, de liberté, notamment dans sa recherche de progrès social et politique. Il y a un autre personnage qui faisait d'une certaine façon de la maçonnerie sans tablier, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, il va évidemment être très enthousiaste quant à l'épisode indépendantiste insulaire. Il va en parler notamment dans le contrat social avec de bons mots. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, la philosophie de Pasquale Paoli, imprégnée des Lumières, les inspire également. Jean-Jacques Rousseau écrit dans son contrat social en 1762 « Il est encore en Europe un pays capable de législation. C'est l'île de Corse. » Lorsque Jean-Jacques Rousseau écrit cet ouvrage, il fait référence à la Corse. Donc la Corse de cette époque, c'est la Corse de Paoli. C'est un système politique, c'est un système démocratique. Lorsque Paoli crée
l'île Rousse, la ville de l'île Rousse. En face de l'île Rousse, il y a Calvi. Calvi est une ville génoise. Paoli ne veut pas avoir un choc frontal comme ils existent à l'heure actuelle avec Calvi. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une concurrence, je vais dire loyale, en face, en créant l'île Rousse. C'est la modernité de la chose. Les talents intellectuels de Pasquale Paoli ne sont plus approuvés. Malheureusement, ce sont ses médiocres prestations militaires qui ont raison de son maintien comme général de la nation. Un dernier affrontement à Ponte Nou, en 1769, marque la victoire des troupes de Louis XV contre les insurgés corses. Laminé par cette dernière bataille, Pasquale Paoli est alors contraint à l'exil. Paoli était un intellectuel. C'était pas vraiment un militaire, c'est un chef d'État, qui a donné une dimension d'État à la Corse de l'époque. S'il avait été un militaire, il ne se serait jamais mis à Ponte Nou, parce qu'en stratégie militaire, qui tient les hauts, tient les bas. Et lui, il était en bas, près du pont, avec ses troupes, le pauvre. Alors en exil, Pasquale Paoli prend la direction de l'Angleterre, une terre d'accueil qui lui ouvrira ses portes pendant 30 années. C'est le 15 juin 1778 que Pasquale Paoli effectue son initiation et devient ainsi officiellement franc-maçon à la loge des 9 Muses. Cette loge, fondée en 1776, tient son nom de la Société des 9 Sœurs, active au sein de l'Académie royale des sciences de Paris dès 1769. On a toutes les preuves avec le document de la Grande Loge Unie d'Angleterre, comme quoi Paoli a été initié à Londres en 1777. He joined Nine Muses during his first period of exile in Britain. I suspect he wasn't that well connected with British society at the time. He probably saw Nine Muses as a way in. S'il revient en Corse après la Révolution française, le retour de Pasquale Paoli est de courte durée. En 1796, il est une nouvelle fois contraint à l'exil suite à une nouvelle tentative d'indépendance ratée. Il finit ses jours en Angleterre où il rejoint la prestigieuse loge maçonnique du prince de Galles. When he came back the second time, because he was in his second exile, he was getting a pension from the British government. He was probably better known by people like the Prince of Wales. And I suspect that's why he joined the Prince of Wales' lodge then, because it was probably a more prestigious lodge to join. We know who nominated him for membership of the Prince of Wales lodge in 1800 because we have the book, but Nine Muses, all we know that he was a member. À travers la loge des 9 Muses puis celle du prince de Galles, se concrétisent les idées maçonniques de Pasquale Paoli qui l'ont imprégné dès sa jeunesse et qu'il a eu à cœur de répandre dans son pays natal. Et oui, Pasquale Paoli, sur la fin de son parcours, finalement, on retient de lui davantage, je pense, l'esprit que le parcours militaire, en définitive. Et il y a un tableau qui l'illustre parfaitement à Morosal, il y a dans sa maison natale, c'est celui de Sir Thomas Lawrence, où on le voit vieilli, justement, en pleine expression. Les traits, en effet, ont blanchi, mais dont le regard est toujours très vif, très profond. Donc c'est plus le portrait d'un philosophe que d'un militaire, d'ailleurs. Donc ça illustre assez bien cette idée. Les influences de Pasquale Paoli et celles de Théodore de Nehoff avant lui leur ont permis d'installer un modèle essentiel dont l'impact se fait encore aujourd'hui ressentir dans l'île et en Europe. Il s'agit là de personnages qui sont des références, par leur audace, par leur détermination, par leur tempérance aussi, parce qu'il n'y a pas que l'action, il y a la réflexion avant toute chose. Et les personnages qui ont eu un parcours transcendantal, qui a justement permis à la Corse de rayonner à travers le monde, finalement, et de côtoyer les plus grands penseurs, et source d'inspiration et de fierté, un socle solide, en tout cas pour la maçonnerie actuelle. Un socle d'influence que les figures de l'indépendance corse partagent avec les confréries et sociétés secrètes de l'île qui forment la base essentielle de la franc-maçonnerie insulaire.
C'est le cas pour les Giovanali, confrérie des franciscains dissidents, nés au début du XIVe siècle dans la commune de Carbini. Les Giovanali, qui s'appelaient frères et sœurs, sont décimés en 1363 par une expédition armée du pape Urbain V qui les considère comme hérétiques. Les derniers sont brûlés au pied de la montagne Kyrieleison à Ghisoni. Un atelier maçonnique porte le nom de cette montagne en hommage à ces franciscains. Par leur destin tragique, ils participent au mythe fondateur de la franc-maçonnerie. Ces Giovanali, ils vont, à mon sens, servir davantage de terreau. Leur symbolisme, une partie peut-être de leur rituel, vont nourrir en effet un terreau sur lequel poussera par la suite au XVIIIe siècle, donc en effet la franc-maçonnerie insulaire. Les Giovanali, c'est un sujet extrêmement difficile parce qu'il y a eu peu de publications, on ne sait pas grand-chose. C'est vrai qu'ils s'appelaient frères et sœurs. Est-ce qu'il y a un lien avec l'héritage templier que l'on retrouve aussi au Portugal à la même époque? C'est une possibilité. Ils vont aussi, assurément, par la tragédie de leur destin, nourrir de façon un peu épique, je dirais, la mythologie fondatrice de la maçonnerie insulaire. En vérité, toutes les sociétés secrètes ont besoin, comme les dynasties d'ailleurs, d'un mythe fondateur. Donc si on prend par exemple les dynasties, on va avoir Jules César, on va avoir les Mérovingiens, qui ont besoin d'un mythe solide, donc qui va être en effet inspiré par quelque chose de fantastique. Et donc la franc-maçonnerie va s'attacher par exemple aux Templiers, au compagnonnage, à tout un tas d'autres sociétés qui l'ont précédé, voire même en des temps très anciens, l'Égypte antique et ésotérique. Il y a d'autres sociétés évidemment qui vont nourrir les sociétés modernes de Corse, les confréries tout simplement, les confréries de Corse qui ne sont pas secrètes, elles non plus, mais qui vont se développer considérablement. Et ce goût de la fraternité justement. Les confréries, elles ont démontré qu'en effet, la fraternité permettait d'aller plus loin justement, de s'asseoir, de répondre à beaucoup de problèmes en tout genre. Et les sociétés secrètes du XVIIIe siècle vont s'en inspirer assurément. Je pense que ça constitue vraiment un terreau très fertile. De ces sociétés secrètes ressortent les Carbonari, dits Pinuti. Leur implantation corse influencera la maçonnerie autant qu'elle les influencera. Davantage politisés en Italie au début du XIXe siècle, ils contribuent au processus d'unification de la péninsule. Pourtant, ils sont nés dans le Jura, au début du XIe siècle, quand les forestiers qui fabriquaient le charbon de bois se réunissaient en ce qu'ils appelaient non pas une loge, mais une vente, pour transmettre les secrets du métier. Les ventes, c'était des tenues qui se faisaient donc dans un espace clos, mais par contre, ils faisaient aussi des tenues de plein air. Les tenues de plein air, ça s'appelait les forêts. C'est-à-dire c'est un site rituel de plein air, sous la voûte étoilée, la vraie, cette fois-ci, avec des stèles qui sont flanquées de symboles. Donc l'équerre, le compas, le croissant de lune et le soleil, ça c'est récurrent. Il y a, et ça c'est très intéressant, il y a énormément de niveaux. Alors que le niveau en maçonnerie, il n'est pas hyper courant, il apparaît, mais ce n'est pas récurrent, quoi. Là, le niveau est tout le temps, le niveau. Et ça, c'est les Carbonari et c'est les Pinudi. C'est le nivellement de la société. Les Pinudi, en langue corse, c'est ou dobu marino, c'est la chauve-souris. Pourquoi on les appelait comme ça? Parce que ces gens qui pratiquaient cette franc-maçonnerie qui se faisait en plein air se réunissaient la nuit. Pinudi, qui est une émanation corse des Carbonari et qui eux-mêmes sont une sorte de radicalisation de la maçonnerie dans le courant du XIXe siècle, avec une volonté de promotion de la République, de la démocratie. Donc ce sont vraiment des maçons qui sont devenus finalement, qui ont commencé à faire de la politique. On a en Corse beaucoup de maçons. Et on a beaucoup, dans le Piémont en particulier, à Turin, beaucoup de Carbonari. Et il y a un lien qui est évident entre les uns et les autres. Tous militent, parce que ça on l'oublie, pour l'unité italienne. Il n'y a pas d'Italie. Ce qui d'ailleurs justifiait l'existence éventuelle d'un État corse, qui n'était ni plus petit ni plus misérable
qu'un petit royaume ou qu'un petit duché de Modène, de Parme, etc., puisqu'il n'y avait pas d'Italie. Jusqu'à présent, dans la maçonnerie, on peut parler éventuellement de société, mais plutôt en philosophe. Et à ce moment-là, en effet, il décide de sortir de ce confort, finalement, intellectuel, philosophique, en loge, pour entrer sur un terrain beaucoup plus risqué, celui de la politique et celui même de l'insurrection. Et les Carbonars, ils vont non seulement penser, mais agir. Imprégnés des confréries secrètes, inspirés par la philosophie des Lumières, véhiculée par de grands hommes comme Nehoff et Paoli, la franc-maçonnerie se développe véritablement en Corse suite à l'installation des troupes françaises lors du rachat de l'île par la France en 1769. Alors là, il faut rendre hommage aussi à l'invasion française. C'est que lorsque la France arrive et que les régiments de Louis XV s'installent, ils arrivent avec armes et bagages, donc avec déjà eux aussi une maçonnerie militaire. Et ils vont, sur le plan pratique, ils vont initier, dans tous les sens du terme, ils vont initier des loges et ils vont initier des frères qui sont des autochtones, qui sont des indigènes, donc qui vont créer eux aussi leur propre maçonnerie. Alors, ces loges, bien entendu, au fil des régiments, elles vont arriver et repartir avec armes et bagages, mais elles laisseront sur place, disons, cette maçonnerie. Les premières loges officielles sont fondées, reconnues, en effet, dans le cadre de la campagne de Corse, celle qui est conduite par les soldats de Louis XV, notamment, avec donc des loges qui vont se créer à Bastia dans un premier temps notamment, qui sont essentiellement le fait d'officiers français et en général d'aristocrates. Derrière cela, il y a surtout un développement de la maçonnerie qui va se faire par son ouverture. En effet, les loges militaires initialement et aristocratiques françaises commencent à s'ouvrir à quelques personnalités de la notabilité insulaire. Ces loges, lieux de débat et de rassemblement d'une population éclairée, sont le symbole et le socle sur lequel la franc-maçonnerie s'est construite. Leur apparition remonte au XIIIe siècle et va marquer le passage d'une maçonnerie opérative à une maçonnerie spéculative. La première fois où on parle de loge maçonnique, c'est lors de la construction de la cathédrale de Strasbourg, vers le XIIIe siècle. Et donc pourquoi ? Parce qu'il y a la cabane de chantier qui est adossée au premier mur de la cathédrale. C'est là que se réunissent les francs-maçons opératifs avec leur architecte et où ils font le plan du lendemain. Là, on est en pleine franc-maçonnerie opérative. Donc, les symboles, ce sont évidemment ceux qui vont venir sur cette première franc-maçonnerie. C'est tout à fait possible, en effet, qu'on ait eu une transmission à un moment de l'opératif au spéculatif, notamment au Moyen-Âge, dans le cadre justement des loges opératives de compagnons qui, à un moment donné, donc, auraient pu transmettre, bien sûr, à des loges spéculatives. Les valeurs et les symboles de la franc-maçonnerie spéculative, soit la confrérie maçonnique telle que nous la connaissons aujourd'hui, sont issus de corps de métier du Moyen-Âge. La franc-maçonnerie opérative désigne donc les bâtisseurs, les ouvriers et les artisans de l'époque. C'est certain, la maçonnerie s'inspire vraiment de tout ce qui l'entoure, en définitive, et des voyages accomplis, les travaux des architectes, des sculpteurs, des tailleurs de pierre, donc des maçons qui vont travailler, amènent une symbolique, justement, qui sera remployée par la suite. Tous ces outils, en définitive, que l'on va prendre pour nous, on va les prendre chez ceux qui étaient là avant. On les retrouve depuis des siècles. Et donc, c'est celui qui travaille, finalement, pour bâtir un avenir meilleur. Si on construit une maison, eh bien, qu'elle soit universelle à l'échelle de la planète ou à l'échelle du foyer et de la famille. Puisqu'on dit le maçon, au sens littéral du terme et étymologique, c'est la truelle, ce sont les instruments de base. L'équerre, le compas, notamment, qui sont assez fréquentes. Et tout un tas d'autres symboles, en effet, qui sont soit l'émanation, en effet, d'un symbolisme qui est employé par des ouvriers locaux, soit par des compagnons.
Cette utilisation de symboles antiques et universels est aussi la raison de la diffusion rapide de la franc-maçonnerie en Europe. En Corse, si elle apparaît dès 1774 avec la loge de la Parfaite Union, installée par les troupes de Louis XV, la franc-maçonnerie ne se popularise que sous le règne de Napoléon Ier au début du XIXe siècle. On va commencer à voir les premières loges à Bastia populaires, où on va commencer à trouver sur les colonnes des commerçants, notamment des artisans par exemple, des imprimeurs. Les choses commencent à se développer avec une grande popularité même, hein, de façon assez rapide, sous l'Empire bien sûr, hein, qui va être vraiment un promoteur en quelque sorte de la maçonnerie. Et on va commencer à voir en effet des loges s'établir aux quatre coins de la Corse, particulièrement dans les villes importantes, Bastia bien sûr, mais aussi Ajaccio, à Corté hein, notamment, et puis ailleurs, à Bonifacio, etc. Donc on voit en Corse, à partir du début du XIXe siècle, des artisans, des libraires, des relieurs qui appartiennent à la maçonnerie. Et de notre côté, on a des officiers, des préfets qui ont été initiés sur le continent. Et donc, il y a une espèce d'association entre des militaires du continent qui arrivent en Corse, qui sont des gradés de haut niveau, préfets, et puis les artisans locaux, les agriculteurs, pas beaucoup, mais les artisans citadins, les urbains, énormément. Napoléon Ier fera de son frère Joseph le grand maître du Grand Orient de France en 1804 et le nombre de loges passera de 300 à 1200. Mais un grand nombre de ces loges sont des loges militaires. La franc-maçonnerie est alors perçue comme un instrument au service de la politique impériale. Il est prouvé, par tous les documents que nous détenons, que chaque régiment de ligne de la Grande Armée et de l'armée en général française de l'époque, impériale, il y avait chaque fois une loge à l'intérieur. Et donc le colonel, généralement d'ailleurs, était le vénérable de la loge. Et lorsque ces régiments se déplaçaient en Europe, quand ils arrivaient dans une ville, ils étaient en contact des bourgeois, des gens importants de la ville, et finalement ils créaient une loge locale, ils repartaient, mais ils avaient créé une loge locale, ce qui faisait d'ailleurs la diffusion des idées de l'époque, puisqu'on dira ce qu'on veut, mais Napoléon était aussi un grand diffuseur des idées de la Révolution française. Napoléon, très rapidement, met en place en effet un système qui est tenu par des maçons. Les médecins, les plus grands, en faisaient partie. On va retrouver également les grands juristes, notamment, des grands avocats, les magistrats, donc les plus importants de l'Empire. On va retrouver les francs-maçons partout, à l'écriture du Code civil, on va les retrouver à la création aussi de la Légion d'honneur, par exemple. Hein. La plus belle œuvre de Napoléon, et qui s'applique à une grande partie de l'Europe, c'est le Code civil. Ce sont les principes d'égalité. Et donc, Napoléon a porté ces idées des Lumières, qui disait lui-même, il restera de mon parcours plus le Code civil que la bataille d'Austerlitz. La création du Grand Orient de France par Napoléon, c'est-à-dire cette obligation de réunir les loges françaises, quelle que soit leur origine, dans une seule organisation, on comprend très bien de quoi il s'agit. Il s'agit pour lui d'avoir une structure équivalente à la Grande Loge Unie d'Angleterre. En créant le Grand Orient réside et préside à toute l'Europe. Donc, s'il n'est pas maçon, il s'est servi au moins de la maçonnerie. Paradoxalement à son expansion sous l'Empire, la franc-maçonnerie ne pourra pas utiliser Napoléon Ier comme référence. Napoléon, c'est toujours le grand débat. Était-il maçon, n'était-il pas maçon? On a un défaut parfois chez les maçons. Tout ce qui a joué un rôle important, on aimerait bien qu'ils soient maçons. Donc on va les revendiquer. Le fait que les loges vont s'ouvrir au rythme des progrès et des régressions aussi de la Grande Armée, c'est vrai, les loges militaires. Donc qu'il y ait une ambiance maçonnique autour de Napoléon, oui, mais Napoléon, à mes yeux, il n'y a strictement aucune preuve de son initiation. A-t-il été initié en Égypte, lors de la fameuse campagne d'Égypte, où il a amené avec lui tous les intellectuels, dont la plupart étaient d'ailleurs des francs-maçons? A-t-il été initié en passant donc dans l'île de Malte? On a pensé avoir des preuves, on ne les a jamais trouvées. La légende aurait voulu
qu'il ait été initié au pied de la pyramide. Donc cette fascination avec l'Empire, peut-être qu'il a été. J'ai une position qui fait que je dirais non, jusqu'à ce qu'on me montre le contraire. En tout cas, un Napoléon qui fréquentait la maçonnerie de façon très étroite, puisque son épouse elle-même faisait partie des loges d'adoption, Joséphine de Beauharnais, donc c'est une femme de réseau. Son père l'était, avant lui, déjà. On sait que dans sa jeunesse, il a une fascination pour Paoli, qui va le devenir, en tout cas. Dans la famille Bonaparte, ils étaient tous, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui était absent, mais même les sœurs étaient maçonnes. Ils gravitent dans un milieu qui est totalement maçonnique. Ce sont des gens qui sont au sommet de la maçonnerie et qui joueront un grand rôle. Ce Napoléon, finalement, voulait-il faire rayonner la maçonnerie à travers l'Europe, en effet, comme celle-ci pouvait le souhaiter, d'une certaine façon? Ou était-il finalement un franc-maçon comment dire, qui utilise la société, cette obédience, pour avoir une mainmise, justement, à un moment donné, sur des réseaux qui sont potentiellement influents et qui pourraient contrecarrer ses plans parce que, justement, par nature secret. Je pense peut-être un peu des deux. Parce que Napoléon savait se jouer aussi des religions. On l'a vérifié. Il a même dit que s'il avait fallu qu'il se convertisse à l'islam pour gouverner l'Orient, il aurait été prêt à le faire. Bon, il ne l'a pas fait finalement, mais quand il le dit, en tout cas, c'est évocateur. Donc tout ceci nous renseigne en tout cas sur un personnage un peu ambivalent. D'ailleurs, la fin de son parcours politique constitue une crispation au niveau des loges qui, par contre, s'était considérablement diffusée jusqu'alors et lui était fidèle. On commence à observer, à essayer d'observer en tout cas ce qui se passe en loge, et on a des rapporteurs justement qui viennent en témoigner. Donc ça démontre que à ce moment-là de son parcours, Napoléon commençait à s'inquiéter de ce que ses potentiels frères, si tant est qu'ils soient maçons, pouvaient penser de lui. La franc-maçonnerie en France et ailleurs a souvent été godillot, c'est-à-dire qu'elle était en place, elle dépendait souvent, quand c'était le roi, du fait que le roi l'autorise à exister. Quand ça a été l'Empire, il valait mieux être bien avec l'empereur, parce que sinon on vous interdisait aussi. Quand il y a eu des pouvoirs forts, évidemment, la franc-maçonnerie n'avait pas d'autre choix. Il n'y a qu'avec la République qu'elle va totalement prendre sa liberté. Donc c'est pas étonnant que sous l'Empire, il y ait eu l'invocation ou l'évocation de l'empereur à chaque tenue. On trouve ça dans tous les régimes forts. Si la franc-maçonnerie se démocratise sous Napoléon Ier, elle reste malgré tout au service du pouvoir en place, faute de vision indépendante. Cette mise sous tutelle étatique va prendre de l'ampleur sous le Second Empire. Par rapport à Napoléon Ier, dont l'appartenance à la maçonnerie est incertaine, l'appartenance à la maçonnerie de Napoléon III est affirmée. On sait qu'il a été initié, on connaît tout son parcours, et on sait qu'il était partie prenante du Grand Orient. Pendant le règne de Napoléon III, la maçonnerie en France se développe. Il en est de même en Corse. C'est une maçonnerie de notables, de propriétaires terriens, de commerçants, de professions libérales. C'est une maçonnerie, je dirais, aux ordres, très peu en opposition à l'Empire, et très loin de la maçonnerie des Carbonars, qui était une maçonnerie révolutionnaire. On peut dire que cette maçonnerie-là, en Corse, est une maçonnerie de classe. Bien que la franc-maçonnerie ne s'émancipe pas sous le Second Empire, Napoléon III va cependant considérablement développer la Corse en retard par rapport au continent. Napoléon III, qui n'était pas né en Corse, qui n'a pas vécu en Corse, a eu une action très différente de celle de Napoléon Ier, puisqu'il a ouvert des routes, modernisé les ports, et lors de récents travaux à Ajaccio, on a retrouvé le port de Napoléon III. Il a ouvert des écoles, des bâtiments administratifs et des bâtiments de santé à Ajaccio. Il y a l'Hospice Eugénie qui est aujourd'hui le rectorat de Corse. On peut dire que cette action en Corse était presque la mise en action de ce vieux dessein maçonnique, améliorer l'être humain et la société. Pendant que la Corse profite de sa nouvelle prospérité, la franc-maçonnerie va véritablement marquer un profond changement dans son rapport aux institutions à la fin du XIXe siècle.
En 1875, la République française veut ouvrir des écoles laïques sur tout le territoire et elle entre en conflit ouvert avec l'Église catholique. Le Grand Orient apporte alors son soutien à la République et décide également en 1877 de supprimer l'obligation pour ses membres de croire en l'existence de Dieu. Cette décision marque le début de l'indépendance de la franc-maçonnerie envers les institutions de l'époque et opère une séparation entre les francs-maçonneries françaises et anglaises. Le Grand Orient, en 1877 notamment, décide de renoncer à toute référence au grand architecte de l'univers, sous-entendu à Dieu. Et donc là, en effet, il y a une scission. Ce qui fait qu'en France, eh bien, nous sommes de la tendance des modernes, c'est-à-dire de la première constitution d'Anderson, et c'est ce qui fait que particulièrement le Grand Orient, mais d'autres obédiences françaises aussi, se situent plutôt dans ce cadre humaniste progressiste, alors qu'ils considèrent que le monde anglo-saxon maçonnique est rattaché à une radicalisation de la vision maçonnique. Le Grand Orient de France, notamment, qui va devenir en effet le principal organe maçonnique, je dirais, en France, qui va essaimer ensuite, et va toujours essayer de coller, finalement, à la société, à ses aspirations notamment, et même peut-être anticiper, finalement, des réformes fondamentales. On peut noter qu'en 1877, donc en effet, il y a ce renoncement à toute référence au grand architecte de l'univers, et qu'au tout début du XXe siècle, on arrive aux lois de laïcité. Donc il y a probablement là, et on le sait, au vu du nombre de députés qui étaient présents début XXe siècle au sein de l'hémicycle parlementaire français, une véritable présence de la maçonnerie au sein du gouvernement. En tout cas, c'était le cas à cette époque-là. Aujourd'hui, ça l'est moins. Malheureusement, l'engagement de la franc-maçonnerie va connaître une sombre période. En 1914, la guerre éclate en Europe. Si 4% des Français y perdent la vie, c'est le double en Corse, ce qui fait de l'île une des régions les plus meurtries de France. Et ces pertes importantes ont nui au rayonnement de la franc-maçonnerie française, dont 1 membre sur 7 a péri sur les champs de bataille. Il y a eu une petite reconstruction entre les deux guerres, mais pas importante. La Deuxième Guerre mondiale, où l'ensemble de la maçonnerie est laminé, les francs-maçons ont été pourchassés, essentiellement en Europe. On sait ce qui s'est passé pendant le régime traître, félon et collaborateur de Vichy. Où on ne pouvait être fonctionnaire et maçon, où les maçons étaient réellement persécutés. Il y a une part de judéophobie, puisqu'on voit le juif comme étant, je dirais, le deus ex machina, et ça marche. Et puis si vous ajoutez une pointe de satanisme en disant « oui, mais est-ce qu'ils ne font pas des messes noires ?» Il y avait des gens qui ont cru que les maçons détenaient des secrets des Templiers, voire le trésor. Les nazis l'ont vraiment cru. C'était absurde, mais c'était comme ça. C'est pas ce qui se passe dans le reste du monde. En Angleterre, qui n'a jamais été occupée, aux États-Unis, qui n'a jamais été occupée, et même en Amérique latine, où il y avait des pouvoirs forts, mais où tous les généraux des grandes libérations des pays, les généraux Sucre et même Garibaldi étaient allés se battre là-bas, ils avaient une telle vision de la maçonnerie que même à Cuba, elle a toujours été protégée par Fidel Castro. À la Libération, le nombre de francs-maçons actifs en France a diminué de 2/3 et il faudra attendre une vingtaine d'années pour retrouver les effectifs d'avant-guerre. La Seconde Guerre mondiale a marqué un profond changement dans le fonctionnement de la franc-maçonnerie. Alors qu'avant 1940, les francs-maçons défilaient au grand jour, leurs réunions étant annoncées dans la presse, ils se protègent depuis par leur discrétion. Bien qu'aujourd'hui la Corse compte plus de francs-maçons que la moyenne nationale avec 12 000 francs-maçons représentant 3,5% de la population contre 2,5% sur le continent, ce passé tourmenté les a conduits à privilégier ce principe de discrétion. C'est vrai que l'histoire de la Corse avec la franc-maçonnerie fait qu'il y a pu y avoir à chaque fois des besoins de travestir son appartenance. Et puis, il y a toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a été beaucoup plus sensible en France, donc en Corse aussi, à la question de la discrétion. Le silence maçonnique, qui a toujours existé en Corse, c'est peut-être quelque chose qui a sauvé ces gens-là. Je pense qu'il y a autre chose, parce qu'on voit là le côté romantique de la chose. Je ne veux pas revenir sur tous les héros qui ont
qui ont gardé le silence, surtout dans ces périodes troubles, mais ce silence qu'on dénonce comme l'omerta, des fois ça peut servir. Par exemple, dans certaines, la religion musulmane, ça s'appelle la taqiyya, c'est de ne pas révéler son appartenance. Hein. Alors je ne sais pas si les principes sont les mêmes pour nous en Corse. En tous les cas, quand on connaît notre histoire tellement perturbée, la Corse a toujours été une île entourée d'eau, ce n'est pas une découverte, mais ça a été longtemps dit. Tout ce qui venait de l'extérieur, ce qui était halogène, c'était pour agresser. Je l'espère aujourd'hui de même, je parle dans l'histoire, évidemment. Et donc on avait tendance un peu à cacher ce qui était à la fois l'action, la pensée, etc. La notion de secret est une notion très ancienne dans tous les domaines. On ne voulait pas transmettre pendant des siècles certaines choses parce qu'on avait peur de rivaux. Et notamment, le plus grand secret, c'est ce qu'on appelait le secret des Portugais ou le secret des Ibériques, c'était dans la navigation. Parce que quand on détenait une route pour aller aux Antilles, on n'avait pas envie qu'un autre pays aille chercher du café, du sucre ou du coton. Et donc, la notion de secret, elle émoustille les gens et elle se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on a à cacher. Si on a un secret, c'est qu'on a un trésor quelque part. En dépit de cette discrétion maçonnique encore majoritaire, résultant des ravages des répressions passées, certains décident de ne pas cacher les signes de leur appartenance. Que ce soit sur leur plafond, sur les façades de leurs maisons et jusqu'aux ornements de leur sépulture, des francs-maçons laissent ainsi s'afficher au grand jour ces symboles, témoins du passé, emblèmes de leurs valeurs, à l'image également de certains bâtiments officiels. Je vous le dis, et je le dis en tant que Corse, moi je suis contre le secret maçonnique. D'ailleurs, il n'y a pas de secret maçonnique. On est tous déclarés en préfecture, bon, tout le monde sait qui est qui. Je suis pour une certaine discrétion, mais pas totale. Quand j'étais aux États-Unis ou même à Cuba, j'ai vu la franc-maçonnerie s'afficher dans la rue. Moi, à côté de mon portail, dans un quartier populaire, il y avait une loge maçonnique, qui d'ailleurs aimait beaucoup les Corses, et ils avaient au fronton le cycle de la franc-maçonnerie. Alors je peux comprendre que dans une société, dans un microcosme, compte tenu de ce qui est véhiculé, parfois à tort, parfois à raison, sur des dérives qu'on a connues et qu'on pourrait peut-être encore connaître en maçonnerie, mais comme dans d'autres milieux, on pourrait parler du milieu politique ou corporatisme, ça fait craindre probablement à ses frères et à ses sœurs qu'on les juge à l'emporte-pièce sur la nature de leur engagement personnel qui n'aurait qu'un retentissement personnel. C'est triste. Qu'est-ce que l'on cache en maçonnerie? Pas grand-chose. On travaille pour des valeurs humanistes, dans un esprit de fraternité, on vise à l'amélioration matérielle, humaine et morale de l'humanité, on croit à la liberté absolue et au respect de la liberté absolue de conscience, on doit et on s'efforce de travailler sur nous-mêmes pour regarder l'autre comme un frère ou une sœur. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se cacher de ce type d'ambition finalement? La franc-maçonnerie va s'engager à nouveau et tenter la médiation d'un événement qui marque un tournant dans l'histoire de l'île. Le 21 août 1975, une quinzaine d'hommes armés de fusils de chasse occupent la propriété d'un viticulteur pied-noir à Aleria. Ces militants veulent dénoncer la situation précaire des petits exploitants viticoles corses, concurrencés par de grands propriétaires rapatriés d'Algérie par l'État et moins scrupuleux sur la qualité de leur vin. Au bout de 3 jours, les gendarmes donnent l'assaut. Cela fera 2 morts et un blessé grave, et cette issue tragique créera une onde de choc inédite sur l'île. Si la maçonnerie n'a pas pu jouer son rôle à plein alors qu'elle était pleine de bonne volonté, je le sais par des frères qui étaient en Corse à cette époque-là, c'est parce qu'au moment où il y a la résurgence de la franc-maçonnerie en Corse par la loge, donc l'Étoile de Cyrnos à Bastia, et ensuite, bien sûr, l'émancipation ajaxienne, tout ça c'est à 2 ans près, qui sont les premières loges en Corse. C'est en même temps que les événements qui ont bien sûr, on le sait, plus qu'agité la Corse. Pour que la franc-maçonnerie soit efficiente, il faut qu'elle ait une génération d'avance. Donc il aurait fallu une franc-maçonnerie qui soit avec sa renaissance dans les années 50. Ça n'a pas été le cas, ce qui fait que ça a été pris un peu de court. Nonobstant, quasiment immédiatement, tant de la part de Corse qui était dans la maçonnerie et en Corse, il y a pu y avoir une action. Je me souviens de cette époque-là,
Ça me paraissait, moi, à l'époque, quelque chose de très judicieux, parce que par le dialogue, et là, forcément, il était question de dialogue et non pas d'affrontement et de verbiage inutile, par le dialogue, on aurait pu penser que des solutions pouvaient être trouvées. Le fait est que cette affaire-là a chopé. La démocratie, c'est pas la négation des conflits, c'est trouver un cadre dans lequel s'expriment des points de vue différents, qui peuvent être véhéments, pas de souci, mais ils doivent s'exprimer d'une autre manière que par la violence première. Pourquoi ? Parce que je pense que la violence, elle peut risquer de fonder pour des générations un état d'esprit qui s'auto-légitime. La violence légitimerait de manière perpétuelle la violence. C'est d'ailleurs un des marqueurs qui est attendu aussi des maçons et des maçonnes, c'est de s'engager au-delà de ces lieux d'apparence clos. Si la maçonnerie reste uniquement dans le symbolisme, elle mourra. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux, et il faut que les deux donnent une explication intéressante et qui colle à l'actualité. En fait, c'est l'exemplarité de sa conduite, de ses engagements, qui va donner du sens à son action. Et nous avons besoin de sens. La franc-maçonnerie va poursuivre le chemin du dialogue en facilitant les échanges qui ont mené à l'élaboration en 1991 du statut Joxe. Ce statut, adopté par le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe, en réponse à la violence dans l'île, a permis de faire de la Corse une collectivité territoriale en lieu et place de la région, et de lui conférer ainsi une plus grande latitude d'action avec la création de 3 offices, d'une assemblée et d'un exécutif. Avec le statut Joxe, il y avait cette idée qu'ont défendue les autonomistes, c'était la dénomination de l'époque, et un certain nombre de francs-maçons, arriver à une reconnaissance d'un statut particulier pour la Corse. Les francs-maçons de l'île se mettent en contact avec ceux de la diaspora et leurs frères du continent, et vont organiser avec Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, qui lui aussi veut trouver une solution politique au problème corse, un certain nombre de réunions formelles et informelles pour essayer d'avancer sur une forme de reconnaissance du peuple corse comme partie intégrante de la nation française et une forme de décentralisation. Je pense que les maçons ont joué un rôle important à travers des rencontres avec le président, les ministres, etc. De par la diffusion des idées, par rapport aux engagements, au respect, aux valeurs, à tout ce que nous portons et qui permet justement une réflexion, un travail et puis peut-être même une médiation dans certains cas. Moi, je suis rentré, j'allais dire, dans ce concert à partir du début des années 90, dans le cadre des plans Joxe, etc. Ça a été dit par d'autres. Mais surtout grâce à un frère. Il ne s'agit pas de se tirer la couverture. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était sur ce profil-là, qui s'appelait René Jeunesse, dont personne ne parle, qui avait été conseiller de l'Ordre du Grand Orient et qui avait déjà lié des amitiés en Corse avec les nationalistes. Voilà. Et ça a permis, sans doute, d'établir des ponts, ce qu'il était nécessaire de faire, parce qu'une capacité de dialogue n'existait pas. Il faut noter le rôle important qu'a joué l'atelier Pasquale Paoli à Paris, qui a reçu un certain nombre de personnalités politiques qui n'étaient pas des francs-maçons. Ils ont reçu Edmond Siméon, ils ont reçu par la suite Christiane Taubira quand elle était ministre de la Justice pour essayer d'avancer sur la question des prisonniers corses. Il n'y avait pas toujours une bonne volonté, quel que soit le côté, que ce soit du côté du gouvernement de l'époque ou que ce soit bien sûr peut-être du côté de certains nationalistes. Et donc il était nécessaire que les francs-maçons jouent leur rôle, je crois qu'ils l'ont joué. Pour ce qui nous concerne, c'est plutôt la loge Fraternité Pasquale Paoli, à ce moment-là à Paris, dont j'étais le vénérable, qui a joué un rôle. On n'a pas tout fait, nous avons contribué, comme d'autres en tous les cas, à essayer d'apporter la paix où il n'y en avait pas. La Corse a su profiter de son histoire mouvementée pour asseoir durablement un héritage qui résonne encore aujourd'hui au-delà de ses frontières. Cette histoire est intimement liée à celle de la franc-maçonnerie. Les grands personnages qui ont façonné l'île au cours des siècles et qui ont donné à la Corse son statut à part dans l'histoire de France ont également tous participé à l'enracinement de la franc-maçonnerie en son sein. De Théodore de Nehoff jusqu'à Napoléon III et en passant par Pasquale Paoli, ces grands hommes ont uni, développé et modernisé la Corse dans une démarche perpétuelle d'ouverture sur le monde.
les préceptes issus de leur combat résonnent encore dans la pensée maçonnique d'aujourd'hui. S'ils ont servi les causes sociales et politiques des derniers siècles, ils doivent encore servir à la résolution des problématiques universelles des années à venir.